Entrepreneur et maquilleuse professionnelle, Adams Munguka est la fondatrice de la marque Adams MGK Cosmetics. Passionnée de beauté depuis qu'elle est jeune, cette make-up artiste d'origine congolaise est basée en France où elle exerce sa profession. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 celle qui est devenue aujourd'hui la référence du maquillage chic, élégant et distingué. Titulaire d'un CAP en esthétique, Adams Munguka a travaillé chez Sephora, ensuite chez Giorgio Armani, avant de s'installer depuis 7 ans à son propre compte. Entrepreneur et maquilleuse professionnelle, Adams a lancé en 2016 sa propre marque de cosmétiques dénommée Adams MGK. Cette marque est née d'une réelle passion pour la mise en beauté. L'objectif de la fondatrice est de proposer des produits de qualité à des prix compétitifs afin de sublimer toutes les femmes. Basée en France, où elle exerce sa profession, Adams continue son expansion en ouvrant en 2020 son premier point de vente physique en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette passionnée de beauté ne s'arrête pas là. Depuis 1 an, elle a ouvert sa deuxième boutique à Paris pour le plus grand bonheur des Parisiennes. Aujourd'hui, son but est d'ouvrir des beauty bars dans toute l'Afrique francophone. Bonjour Adams. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir aussi de t'avoir ici. Alors tu nous viens tout droit de Paris. De Paris, oui. Voilà, où tu exerces depuis plus de 12 ans. C'est ça. Oui, depuis plus de 12 ans. Le métier de make-up artiste. C'est ça. Alors, comment t'es venue cette passion de make-up artiste? Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, je savais déjà en fait ce que je voulais faire. Ah bon? Oui. 15 ans. 15 Donc, ans. tu étais au lycée? C'est ça. Même, j'étais au collège. Donc, tu étais, voilà, oui, au collège, pas encore, oui, okay, oui. Même pas encore au lycée. Non. Et tu décides que tu veux maquiller. En fait, après la 3e, j'ai vu en fait sur Internet, il y avait une formation en fait qu'on donnait pendant les vacances. Et j'ai demandé à ma maman de m'inscrire en fait à cette formation. Et elle hésitait un peu parce que le métier c'était pas vraiment le maquillage de base, mais c'était l'esthétique en soi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc l'esthétique, c'est-à-dire? Alors l'esthétique, on parle de tout ce qui est soins. Soins, d'accord, voilà. Tout ce qui est, voilà. Donc c'était pas forcément du maquillage? Non, non, non. Au départ, c'était pas forcément le maquillage qui était mise en avant. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, pendant les vacances, donc pendant les 2 mois au lieu de partir en vacances, donc j'ai décidé de faire cette formation. Et c'est là vraiment où j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit qu'il fallait vraiment que je fasse ce métier. Maquilleuse. Mais c'était maquilleuse ou c'était juste… Alors c'était plus, non, esthéticienne. Ah, c'était esthéticienne. Voilà, ça c'était vraiment, oui. Voilà, d'accord. Vraiment... Et là, bon, mais il faut quand même continuer l'école, il faut avoir le bac au moins. C'est ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en comptabilité. Donc j'ai fait mon BEP, j'ai fait mon bac comptabilité parce qu'il fallait quand même qu'on plaise aux parents. Bien sûr. Et après le bac, donc là j'ai vraiment décidé d'aller dans une école d'esthétique. Donc je suis restée là-bas pendant un an et demi. Et donc je suis partie dans une école privée. Donc en même temps je travaillais à côté pour pouvoir payer cette école. Et c'est là vraiment, ça a été… tu as trouvé ta voie? Oui, j'ai vraiment trouvé ma voie. Et après, à partir de là, en fait, quand j'ai fini mon école, on devait être en fait en stage pendant 1 mois. Et donc j'ai fait mon stage et j'ai eu la chance et l'opportunité en fait d'aller à Sephora des Champs-Élysées, donc où ils m'ont pris. Donc je suis restée avec eux donc pendant 1 mois et par la suite ils m'ont proposé en fait un CDI. D'accord. Donc vraiment ça a été l'opportunité de ma vie parce que je sortais de la campagne, enfin j'habitais en banlieue, donc vraiment c'était une opportunité. Voilà, c'est ça. Avec les lumières. C'est ça. Ah oui, totalement. en plein vraiment dans l'action. C'est ça. D'accord. Et du coup, à partir de là, donc j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en fait avec eux. Ça a été pour moi l'école parfaite en fait pour continuer en fait dans ma destinée, si je peux dire comme ça. Donc j'ai travaillé avec eux et à un moment de ma vie, en fait, je sentais que j'avais envie d'autre chose parce que j'apprenais énormément, mais j'avais envie de passer en fait une autre étape. Et par là, en fait, il y avait une responsable qui devait commencer chez Giorgio Armani et qui m'a proposé en fait de travailler avec eux, mais il fallait que je démissionne.
donc de Sephora. Donc je me suis tâtée un petit peu pendant 1 mois. Mais en même temps, j'avais aussi l'objectif aussi de mon but, c'était de partir en fait aux États-Unis pour vivre. Et ouais, voilà, donc c'était vraiment le rêve américain. Il fallait le côté la beauté, c'était vraiment aux États-Unis. Surtout la beauté noire. Hein. C'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé en fait quand j'ai voulu signer en fait avec Giorgio Armani, je leur ai demandé d'avoir 2 mois en fait de réflexion. Et à partir de là, en fait, j'ai demandé en fait à mon ancien patron donc de Sephora Deschamps de me faire une lettre de recommandation en fait pour pouvoir en fait aller aux États-Unis et voir en fait si c'était possible en fait d'aller là-bas. Et en même temps, il fallait aussi que j'apprenne la langue parce que je ne connaissais rien. Tu étais vraiment en mode exploratoire. C'est ça, oui, vraiment. Là, c'était vraiment, je pense que c'était le moment où il fallait que je me cherche un petit peu. Même si c'était dans le maquillage, mais il fallait vraiment que je me cherche. Et je suis partie là-bas 3 mois aux États-Unis. Ah, donc tu es partie? Oui, je suis partie avec ma lettre de recommandation, je l'avais dans la poche. Et j'étais partie en fait dans un cursus où on devait apprendre l'anglais. Et en même temps, bon, on était un peu livrés en fait à nous-mêmes. Donc, mais ce n'était pas dans le cadre de Sephora alors? Non, non, non. En fait, j'avais ma lettre de recommandation, j'avais démissionné. Ah, d'accord. Oui, j'avais ma lettre de recommandation et en même temps, je partais en fait en cursus scolaire pour pouvoir apprendre la langue. Parce qu'il me fallait quand même un cadre. Hein. Partir aux États-Unis, c'est tellement grand et... c'est ça. Et donc, tu t'es retrouvée dans quelle ville? Je me suis retrouvée à Tarrytown, donc à New York, mais vraiment en banlieue Tarrytown. Ok, je connais pas. Mais... Ouais, voilà, c'est vraiment la banlieue. C'est à quoi? 1 heure de New York? 30 minutes? 40 minutes de New York. Donc, je suis restée là-bas 3 mois. Tu as fait de l'anglais? J'ai fait l'anglais et c'est là où vraiment j'ai été convaincue que je ne devais pas vivre en fait aux États-Unis. Donc toi, ça a été l'opposé. Ah oui, non, mais totalement. Déjà, la bouffe, ça ne me plaisait pas du tout. Bon, l'environnement était vraiment bien, mais je pense que ma destinée n'était pas là-bas. D'accord. Voilà, donc je suis revenue en fait. Et comment c'est parce que le pays ne te plaisait pas en fait ou c'est... Pas forcément, non, le pays me plaisait, mais en soi, je ne me voyais pas vivre là-bas. En fait, je ne peux même pas t'expliquer. C'est vraiment une sensation en fait que j'avais. Je ne me voyais pas en fait vivre, avoir ma famille, mes enfants là-bas. Peut-être venir en vacances, mais ce n'était pas un pays où vraiment je me sentais... ouais. Est-ce que c'était pas plutôt la ville aussi, non? Bon, non, après, les États-Unis. Pour moi, si j'habitais en tout cas aux États-Unis, c'était New York. Hein. Je n'allais pas aller autre part que New York. Mais là, tu n'étais pas à New York, tu étais en banlieue. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà. Oui, j'allais quand même très souvent. Oui. C'est sûr que New York, ça peut faire peur aussi. Hein. C'est vrai. Bon, je pense pas. Ça m'a pas forcément fait peur parce que pour moi, je sais que j'aurais réussi là-bas, mais. Si tu aimais pas. Ouais. C'était. Non, mais je sais pas. Le sentiment n'était pas. Ouais, oui. T'étais pas à l'aise. T'étais pas bien dans ta peau là-bas en fait. C'est ça. Voilà, donc tu retournes en France. Mais c'est bien, au moins tu as essayé. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Totalement. Il faut essayer. Parce que si tu n'étais pas partie, tu n'aurais jamais su. En fait. Non, j'aurais jamais su. Tu serais restée sur des regrets. C'est ça. Et à l'époque, j'avais 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans. Et donc, je suis rentrée à Paris. Donc, c'est là où la manager du coup de Giorgio Armani me propose en fait de travailler. En fait, en fait, à Paris, ils font des contrats en fait où tu restes totalement, exclusivement pour cette marque. Donc moi, je suis restée en fait avec Armani et nous, on faisait tout le temps des formations. Et un jour, en fait, on a fait une formation sur l'histoire de Giorgio Armani, comment il a commencé. D'accord, du monsieur, le propriétaire. Oui, le propriétaire. Voilà, comment il a commencé dans la vie. Il est parti de où à où jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça a été un déclic le jour où ils m'ont expliqué qu'il travaillait dans les Galeries Lafayette, donc d'Italie. C'est comme mon travail de base. Et il a eu cette audace en fait de parler à d'autres personnes, vraiment cette audace, tu vois, de parler. Et cette personne-là lui a donné une opportunité et lui, il a saisi cette opportunité-là. Et il a créé sa propre marque. Voilà. Et je me suis dit, mais moi, je peux le faire en fait. C'est-à-dire que si lui, il l'a fait, c'est que moi aussi, je peux me permettre en fait de vraiment… Ça a été ton déclic en fait. Ça a été vraiment… Tu t'es dit, mais si ce monsieur a pu avoir ses opportunités, pourquoi moi, je n'ai pas les mêmes opportunités? Voilà. D'accord. Et je me suis dit, moi, je vais me créer mes opportunités. Alors, je me suis quand même créé mes opportunités parce que en travaillant chez Sephora et en travaillant chez Armani, j'ai rencontré des femmes mais merveilleuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand j'arrive, là on est en Côte d'Ivoire, quand j'arrive au Congo, bah, c'est cette personne-là en fait qui m'accueille. Tu vois, c'est vraiment… Oui, en fait, tu as créé ton réseau. C'est ça, totalement. C'est le réseau. Et ça, on en parle toujours dans l'entrepreneuriat. C'est le réseau aussi qui est très important. C'est ce qui marche le plus, surtout en Afrique. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai vu aussi que les clientes, la recherche des clientes, la façon dont elles étaient, elles avaient des besoins que moi, je pouvais aussi le faire, mais il fallait que je sois aussi disponible. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai tout lâché. Je me suis donné, en gros, une année sabbatique pour pouvoir en fait imaginer vraiment ce que j'avais envie de faire,
créer ce que j'avais dans la tête. Voilà. Et c'est à partir de là, en fait, il y a 6 ans, 6 ans et demi, j'ai créé ma marque en fait, de cosmétiques, donc qui s'appelle Adams MGK. Voilà. Donc c'est le Giorgio Armani congolais. De Congolais. Congo-Brazza. C'est ça. Donc j'ai voulu vraiment commencer par les pinceaux parce que c'était la base et au fur et à mesure rajouter, enfin créer une gamme complète. Donc en sachant que je le fais en fonds propres. Donc voilà, je fais étape par étape. Oui, bien sûr, parce que ça. Tu investis, J'investis. tu fais tout. Je fais tout. Toute seule. Oui. Puisque d'habitude, les gens, bon, ils s'en vont vers des banques, enfin, ils essayent de prendre des prêts, des financements. Oui. Mais toi, là. C'est vrai que j'ai essayé quand même, mais bon, je sais qu'il y a 6 ans et demi, c'était très compliqué. Ils se disent, mais. Enfin, t'es une petite personne en fait, en gros, mais comment je vais te prêter de l'argent pour créer une marque? Mais c'est pas cohérent en fait pour les banques surtout. Et, tu as été voir ta banque à toi? Oui, je suis partie voir ma banque, un peu aussi d'autres banques, hein, mais non, ça passait pas. Ça passait et pas. Ça faisait combien de temps que tu étais en... Ça faisait, je travaillais, hein. Oui. En soi je travaillais, tu avais j'essayais. Voilà. Oui, j'avais toujours mon travail quand même, mais tu voulais créer. Je voulais créer, voilà, mais ils n'ont pas suivi le projet, c'est ça. Mais donc tu as créé ta propre marque et donc tu investis petit à petit. Voilà. Et donc ça te prend du temps bien sûr puisque bon c'est sur fonds propres. C'est vrai que c'est sur fonds propres. Et donc là tu en es à ta quoi? C'est 6e année, tu as dit ça? Là c'est ma 6 ans et demi. 6 ans et demi. Et donc tu as déjà. Alors quelles sont les lignes que tu as pu? Alors là ce que j'ai créé, donc moi je fais étape par étape et je fais pas au coup de cœur mais je fais aux besoins de la cliente. Ça veut dire que la première chose qu'ils avaient besoin c'était vraiment les pinceaux. À l'époque en tout cas il y a 6 ans et demi, je sais que les pinceaux étaient énormément chers. Donc ça veut dire qu'un pinceau coûtait à peu près, oui c'est vrai, un pinceau coûtait 50 €. 50 € et moi j'ai essayé de vouloir faire une gamme en fait qui est complète mais qui est adaptée et que ce soit du très très bon poil aussi. Parce que le but c'est pas d'acheter et qu'à la fin 2 mois après tu rachètes des pinceaux. Absolument. Oui. Donc alors tu as créé les pinceaux. Donc j'ai créé des pinceaux. Voilà. Donc voilà, ça va être un poil en fait qui est, c'est un poil synthétique, mais un très très bon poil synthétique et du coup en fait il agresse pas du tout la peau parce que tu as le côté très doux en fait en termes de poils. Donc c'est une gamme à peu près de 10 pinceaux, donc avec une petite trousse complète. Voilà. D'accord. Donc voilà. Tu as commencé par les pinceaux. Donc voilà, ça a été les premiers les pinceaux en fait que j'ai créés. Après ça, je suis partie sur tout ce qui est les eyebrows, donc pour les sourcils. Parce que j'ai remarqué que surtout en Afrique, en fait, les personnes utilisent par exemple des crayons, mais les crayons sont très gras. Oui. Et la problématique, c'est qu'elle brillait beaucoup en fait, et du coup, c'était pas très joli. Et moi, ce que j'ai voulu faire en fait, beaucoup de gens font le tatouage aussi. C'est ça. Heureusement, maintenant, aujourd'hui, il y a le microblading, tout ça. Qui est mieux que le tatouage. Oui, c'est mieux que le tatouage. Ouais. Ça fait beaucoup plus naturel. Naturel, voilà. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai créé en fait, c'est un eyebrow, donc un eyebrow qui te permet d'avoir le côté waterproof. Donc, c'est-à-dire que ça ne bouge pas de toute la journée. Ok. Waterproof, c'est comment on dit en français? Résiste à l'eau. Résiste à l'eau. Voilà. Donc c'est une petite boîte. Voilà. Voilà. Et donc ça, on l'applique avec un pinceau. Ça, on l'applique avec un pinceau biseauté, voilà, pour bien restructurer les sourcils. D'accord. Ok. Et donc après. Alors après, il y a 2 ans maintenant que j'ai créé en fait les fonds de teint. Donc Adams MGK. Que je connais. C'est ça. Et que tu as utilisé pour me maquiller. Oui, c'est ça. Et du coup, les fonds de teint, je les utilise tout le temps. Alors, la particularité des fonds de teint, c'est qu'ils sont lumineux, couvrants et riches en pigments. C'est tout ce qu'une femme noire et métissée recherche dans un fond de teint. Lumineux, matifiant et riche en pigments. Parce qu'on a besoin quand même de pigments pour pouvoir vraiment réchauffer, en fait, c'est ça, le teint. Après, ce que je dis souvent aux femmes, c'est que, bon, moi j'ai une gamme de 13 teintes, mais c'est vrai que des fois, sur une peau claire ou une peau foncée, il faut jouer vraiment sur des petits tons. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait de mélanger en fait 2 fonds de teint. D'accord. Voilà. Oui, on peut mélanger les couleurs. Oui, on peut mélanger les couleurs, mais toujours garder en fait les mêmes textures. C'est-à-dire que si vous prenez un fond de teint de cette marque, il faut prendre l'autre fond de teint de la même marque. Oui, bien sûr. Pour avoir le même rendu. Mais parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Moi, je peux te dire que si je viens regarder une gamme, je ne peux pas savoir les 2 teintes que je dois utiliser. Donc ça, il faut toujours quand même qu'un expert t'explique. Oui, bien sûr. Après, c'est pour ça que nous, à la boutique, on fait souvent des consulting beauté. Donc ça veut dire qu'on accompagne la cliente en fait, par exemple, en magasin. Si par exemple, on n'a pas forcément la gamme de produits, on l'accompagne en magasin ou sinon elle vient en boutique et vraiment on lui fait tout un diagnostic pour savoir vraiment ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, qu'elle ramène sa trousse de maquillage. Donc on organise aussi des ateliers de maquillage avec
plusieurs femmes ou individuelles. Tu m'as toujours pas fait ça. C'est vrai, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Faire, oui. Voilà. Donc, et ça nous permet vraiment d'avoir une gamme, une trousse complète et qu'elle puisse repartir vraiment épanouie. Voilà. Parce qu'en fait, parfois, souvent, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Mais le peu qu'on doit faire, on ne le sait pas. En fait. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors que si on sait, ça j'ai remarqué que surtout la femme aime acheter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle va avoir une... Ça, c'est moi. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, que ça maille ou ça maille pas, je sais pas, je viens, je veux acheter. Parce que, tu sais, c'est toujours ça, en fait, c'est les effets de mode. C'est les effets de mode. On dit Rihanna, le dernier, vrai. Comment on appelle ça, ce qui fait briller. Les glosses ou les highlighters, les highlighters. Voilà, je vais acheter, après je réalise que la teinte ne me va pas du tout. Mais c'est trop tard, j'ai déjà payé et c'est cher en fait. C'est vrai. Donc en fait, on se retrouve avec des trousses de maquillage remplies de choses qu'on n'utilise même pas. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien vraiment de faire des cours de maquillage et de savoir en fait qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour moi, qu'est-ce qui me met le plus en valeur. Tout à fait. Voilà. Ou après faire des consultings beauté où la personne t'accompagne en magasin et elle puisse choisir en fait avec toi directement. Alors bon, explique-nous maintenant. Après, on passe au mascara. Je vois qu'il y a pas mascara, des lashes. Oui, les fossiles. Les fossiles. Oui. Voilà. Donc en fait, on fait des gammes. On a 4 gammes de fossiles. Donc ce soit léger, sophistiqué, glamour. Voilà. Donc après, il y a pour tout type de personnes. Maintenant, moi, j'ai un problème avec les fossiles. Oui. Je sais pas mettre. Tu sais pas. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances où ils font avec les magnétiques ou sinon ils mettent le liner. Magnétiques, ça marche? Alors, ça marche, mais moi, je pense que c'est pour une personne lambda qui veut mettre des fossiles, elle va pas forcément réussir. Ah d'accord. C'est pour ça que c'est plus facile. Alors moi, je préfère toujours rester sur le classique, le basique, ce qu'on fait habituellement. Voilà. Et qu'on lui permette en fait on essaye de lui montrer en fait comment le faire. C'est-à-dire la technique vraiment pour lui montrer comment l'appliquer. Combien de fois il faut essayer avant de réussir? Tout dépend de toi et ta main. Hein. Moi, j'ai envie de dire au moins 20 fois. Parce que là, forcément. J'ai dû en faire. Oui. Mais ça dépend des gens. Ouais, il y en a qui ont vraiment la main, il y en a qui ne l'ont pas. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et donc, je vois que tu as fait aussi maintenant les fards. Oui, alors là, je ne t'ai pas parlé aussi, on a le blender, donc le coffee blender. J'ai remarqué aussi pourquoi je l'ai fait dans un petit pot comme ça. Donc, c'est un blender. Ah, oui. J'adore ce truc, oui, c'est bien. Oui, c'est ça. Je ne l'utilisais pas avant, mais maintenant je trouve que c'est très pratique. C'est super, pourquoi? Parce que déjà, il est protégé par le petit coffee blender. Et surtout, si tu sais que tu brilles dans la journée, tu as juste à l'enlever comme ça, tu prends. Et en même temps, ça te permet vraiment de garder en fait le blender propre et sans bactéries dans la journée. Et en fait, ce que tu fais, tu mets peut-être ta poudre tu peux mettre ta poudre, matifiante dessus et puis tu appliques un peu. Voilà, dans la journée, sans avoir... Bon, ça reste ici. C'est vrai. Ça ici. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est mon cadeau de la Il n'y a pas de problème. Mais c'est super ça. Parce que moi, je le mets dans la matrousse. C'est vrai que c'est pas... En fait, j'y évite, j'ai juste un pinceau. Mais tu n'as même plus besoin en fait du pinceau puisque là, ça imprègne et ça permet d'absorber directement le surplus. C'est ça, sur la peau. Et là, le tout dernier bébé, donc ça va être la palette, on l'appelle la palette de la gloire. Pourquoi? Parce que la palette de la gloire, il faut savoir que une femme change énormément de teintes. C'est-à-dire que ce soit en fond de teint ou que ce soit en poudre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine comme ça, tu peux être sur cette couleur de teinte-là. Dans 2 mois, tu vas bronzer un petit peu. C'est-à-dire tout dépend en fait. Donc ça veut dire que tu vas être plus sur celle-ci. C'est pour ça que j'ai créé en fait vraiment une palette. Et c'est pour ça que je l'appelle la palette de la gloire. Parce que pour moi, une femme change tout le temps de couleur. Et du coup, ça lui permet de l'avoir dans le sac. Et de temps en temps, si elle veut être un peu bronzée, elle bronze. Si elle veut être un peu plus claire, voilà. Et donc, un petit peu. Parce que j'ai remarqué aussi un truc, c'est qu'en vieillissant, en prenant de l'âge, on claircit en fait. Oui, on peut claircir quand même un petit peu ou sinon ternir un petit peu aussi. Oui, c'est peut-être ternir. Oui. Mais après avec des soins. Oui, ça permet de relever. Voilà, il y a plein de choses en tout cas aujourd'hui. C'est plus peut-être, comme tu dis, ce fait de ternir. Alors un peu. C'est vrai. Moi, par exemple, ce que je conseille souvent aux femmes qui sentent qu'elles ont le teint très terne, déjà de faire des soins. Ça, c'est très bien, ça permet de donner de l'éclat. Et en même temps, d'utiliser, en fait, par exemple, des fluides embellisseurs. Les fluides embellisseurs, en fait, c'est des textures qui sont légères. Donc, ce n'est pas du fond de teint du tout. Mais il y a des petits cristaux, en fait, à l'intérieur qui permettent de donner, en fait, cette lumière. Voilà. Ok, là, fluide embellisseur. Tu m'as captivé. Donc, fluide embellisseur. Et tu le mets quand en fait? Alors, tu le mets avant tu mets ta crème de jour, ton sérum et tout. Et après, tu mets ton fluide embellisseur. Mais tu n'as pas besoin de te maquiller. Hein. Non, tu n'as pas besoin en fait. Ça va te donner directement en fait de l'éclat. C'est une texture liquide. Hein. D'accord. C'est Armani, Giorgio Armani c'est là où j'ai connu vraiment cette texture et tout qui était incroyable.
et tu mets ça et tu peux mettre ta poudre. Donc tu vas garder en fait ce côté très lumineux pour une personne par exemple qui n'aime pas forcément trop se maquiller. Moi je trouve ça c'est magnifique. Ouais, d'accord, fluide embellisseur. Fluide embellisseur. Après tu as plusieurs teintes. Tu as le côté doré, tu as le côté light, c'est à toi de choisir. Ah, vraiment, okay. Donc il faut choisir, c'est la teinte. La teinte qui te correspond, qui correspond à ta carnation. Même si elle est translucide, mais il faut choisir pour donner le côté très chaud, très léger. Donc il y a plusieurs couleurs. Et donc maintenant tu es en Côte d'Ivoire, tu as un showroom en Côte d'Ivoire. J'ai un showroom. Alors ta marque, elle est vendue à Paris. Alors ma marque est vendue à Paris, donc on a la boutique donc, qui est ouverte depuis 1 an. D'accord. On a le showroom à Abidjan, donc qui est au Vallon. Ok, donc parle-nous de tes magasins. Enfin, donc tu as un magasin à Paris. Oui, qui est ouvert depuis 1 an. D'accord. Donc voilà, nous sommes à Paris, dans le 14e, et j'ai le showroom du coup ici à Abidjan qui est au Vallon, donc aux 2 plateaux. D'accord, aux 2 plateaux. Oui. Et d'autres projets d'expansion? Oui. Potentiellement? Oui, potentiellement. Là, on ouvre donc à Pointe-Noire au Congo. Ah, ok. Oui, chez toi? Chez moi, oui, c'est vrai. À Pointe-Noire au Congo. Mais dis-moi d'ailleurs, en parlant du fait que tu sois congolaise, tu as grandi au Congo et émigré ou tu as grandi en France? Alors j'ai grandi en France. D'accord. J'ai vraiment grandi en France. Et quand est-ce que tu as découvert le Congo à l'âge de 14 ans. Hein. 14 ans, donc on y allait tout le temps. Mais pour te dire vraiment tout le temps. Mais à partir de 14 ans seulement? Oui, à partir de 14 ans seulement. Jusqu'à 14 ans, tu ne connaissais pas? Je ne connaissais pas du tout le Congo. Et donc à partir de 14 ans, tu découvres? Je découvre le Congo avec mes sœurs. Donc c'était, pour moi, c'est là, l'Afrique, c'était incroyable. Ouais. Mais je ne voyais pas le potentiel. Mais encore à cette époque, voilà, à cette époque, c'est vrai. On partait pour les vacances, donc on s'amusait. Mais c'est vrai que je ne voyais pas le potentiel de l'Afrique. Mais on avait quand même ce côté où on se sentait bien, on se sentait chez nous. Bien sûr. Comment tu te retrouves en Côte d'Ivoire, puisque tu es congolaise et tu habites en France? Alors, il y a 2 étapes. Donc, la première étape, c'est que avant d'aller en fait au Congo, on s'est fait arnaquer. Donc, on s'est retrouvés en fait en Côte d'Ivoire avec ma maman, mes sœurs et moi. Mais comment arnaquer? En fait, il y a eu un problème de vol et du coup, en fait, ils nous ont. Je me souviens plus vraiment. Des détails. Voilà, des détails, mais je sais qu'on s'était fait arnaquer. Et donc, le temps de reprendre tout le monde, de remettre dans les vols, ils nous ont laissé en Côte d'Ivoire pendant 5 jours. Et c'était le premier pays africain que j'ai visité. Donc déjà, je pense que c'était un signe. Et puis surtout, c'est resté. Ça a dû rester dans ta tête. C'est vraiment resté dans ma tête. Oui, totalement. Et du coup, on a tellement aimé, parce qu'on mangeait le poisson braisé, tout ça, les halocos. Et c'était vraiment, on se souvient vraiment avec mes sœurs. Et c'est juste incroyable. En tout cas, ça a été 5 jours en tout cas, mais toi, c'est inoubliable. Toujours des histoires comme ça. Non, mais l'histoire de Giorgio Armani, mais l'histoire de l'arnaque, et tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Et la deuxième partie, je pense que là, ça a vraiment été, un déclic. C'est qu'à l'époque, quand je travaillais du coup à Sephora sur les champs, j'ai rencontré une amie, donc Paul-Marie. Je l'ai rencontrée, oui, Paul-Marie Lassante. C'est ça. Donc je l'ai rencontrée en fait. Donc elle venait faire son shopping et tout. Et à l'époque, j'aimais beaucoup mettre en fait un rouge à lèvres rouge et tout le monde me demandait je veux le même, je veux le même. Et un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit non mais je veux le même rouge à lèvres que vous et tout. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché. Donc c'est vraiment devenu une sœur, une amie. Et un jour, donc elle devait rentrer en fait en Côte d'Ivoire et elle me dit écoute Adam, c'est tout, ce serait bien que tu puisses venir montrer un peu tes produits et tout. Donc ça c'était bien après, hein. Quand j'ai fini à Sephora, elle me dit oui, ce serait bien et tout que tu puisses venir en Côte d'Ivoire, montrer un petit peu, j'aime tellement ce que tu fais, viens et tout. Et je disais oui. Donc je calculais pas trop vraiment parce que pour moi l'Afrique c'était, c'était un peu lointain et j'aimais bien aller en vacances seulement, mais je ne pensais pas business à cette époque. Et un jour, elle m'a encore reposé la question et j'ai dit ok, je vais prendre mon billet. Je pense 2-3 mois après, donc je suis arrivée à Abidjan et j'ai eu un coup de cœur. Je pense que là, c'était ma destinée. Donc il fallait vraiment que je puisse en fait épouser vraiment l'Afrique et que je puisse en fait aider ces femmes pour qu'elles puissent se valoriser. Parce que moi, je dis toujours que le maquillage, c'est pas juste se maquiller. En fait, le maquillage, ça va aussi dans l'épanouissement de la femme. Voilà, c'est ça. Bien se sentir. C'est ça. Et c'est vraiment, là, je l'ai vraiment vu en fait ici. Et donc, j'avais fait une vente privée.
Et c'est dans cette vente privée que là, j'ai vu vraiment plein de femmes qui étaient là, qui ont acheté tous mes produits et je suis rentrée avec une valise vide. Ah, super. Donc, c'est la Côte d'Ivoire pour moi. C'est ça, oui. Et après, c'est vrai qu'il y a eu aussi une troisième étape, c'est que j'ai voulu faire un peu mon business plan pour voir un petit peu est-ce que c'était viable en fait de pouvoir s'installer aussi ici. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une classe moyenne en fait en Côte d'Ivoire par rapport au Congo. Et là aujourd'hui, ça a totalement changé aussi au Congo. C'est pour ça que je vais aussi voilà, m'installer aussi au Congo. Mais j'ai vraiment vu qu'il y avait vraiment une classe moyenne et c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer dans ce pays. Voilà, wow, ça a été voilà la vraiment... petite histoire. C'est des petits coups de cœur, là, comme ça, des déclics. C'est ça. Et après, moi, je suis quelqu'un, je fais beaucoup au feeling et je parle aussi, enfin, je suis très spirituelle. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je sais qu'on ne me le met pas dans le cœur pour rien. Donc, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose à faire là-bas. D'accord. Donc, mais c'est marrant parce que tu sais, tu as dit beaucoup de choses. Et pour les jeunes entrepreneurs, et toi, en fait, quelque part, c'est un peu la diaspora. Oui. Donc, tu viens réinvestir en Afrique. C'est ça. Et je pense que beaucoup de gens ont des craintes sur justement ce retour. Ils veulent créer des business, ils veulent faire des choses, mais ils ont peur. Et donc, comment pour toi, comment les encourager en fait, en quelque sorte? Alors, moi, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes qui souhaitent en tout cas investir en Afrique, entreprendre en tout cas, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà ne pas se baser uniquement sur son pays. Ça, c'est la première chose. Et venir voir en fait ce qui se passe. Ça nous permettra, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer plein de choses, mais aujourd'hui, elles sont un peu bloquées parce qu'elles ne sont pas parties sur le terrain et voir quel est en fait le besoin vraiment de ce pays. Parce que chaque pays est différent. Et je pense que voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais, déjà de se rendre sur place pour vraiment voir ce qui se passe et si ça peut marcher, faire des ventes privées. On a plein de solutions en tout cas aujourd'hui. De faire du networking un petit peu. Réseautage. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'est ce que je donne. C'est le conseil vraiment que je donne. Parce que le réseautage, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment avoir son réseau. Et je pense que tu t'es beaucoup basé sur ça. Ah oui, totalement. Oui, sur ce réseau. Déjà même quand tu travaillais, puisque tu as réussi à... Voilà, ta clientèle, parce que ta clientèle, c'est ton réseau. C'est mon réseau. C'est ça qui est devenu et c'est le bouche à oreille après. Souvent qui parle. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, quels sont tes autres projets après le Congo? Qu'est-ce que tu espères voir? Moi, mon but, c'est de devenir le Mac africain. Donc, Adams MGK Africa. Donc, vraiment. Et tu commences bien là déjà. Oui, et c'est bien parce que tu le fais vraiment par étapes. Oui, c'est ça. Tu t'es pas. Et c'est bien, je pense que c'est là où on apprécie encore plus ses propres efforts. D'ailleurs, quand tu te bats, là, c'est ton propre truc. Tu as investi, tu gagnes de l'argent, en fait. Et puis, tu réinvestis. Et là, tu ne travailles plus. Hein. Là, tu es vraiment là, je suis à 100% dans ton business. Depuis combien de temps? Ça fait... 6 ans même plus, hein, un peu plus. Ça fait peut-être 7-8 ans. 7-8 ans. Que tu as arrêté de travailler, que tu vis de ça. En fait. Oui. D'accord. Et tu maquilles en fait? Oui, je maquille toujours. Ça, c'est mon premier bébé. Hein. Et tu voyages. Je voyage. Mais tu sais, on dit, surtout en Afrique, on trouve que le maquillage, c'est un métier qui n'est pas très valorisé en tant que tel. Bon, maintenant, ça commence un peu à changer, mais c'est pas comme aux États-Unis où les célèbres make-up artistes, par exemple, de Oprah Winfrey, sont aussi presque des stars. Oui, c'est vrai. C'est pas tellement ça. Donc, comment en Afrique, comment un peu changer cette image et puis encourager les jeunes filles qui veulent le faire, à se lancer? En fait, moi, ce que je dis toujours, en tout cas celles qui veulent être maquilleuses professionnelles, c'est de elle-même en fait devenir déjà professionnelle. C'est-à-dire que c'est toi qui valorises en fait. Si aujourd'hui tu viens et que tu négliges par exemple ton métier, peu importe le métier, hein, tu négliges ton métier, c'est toi qui donnes en fait de la valeur. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je vais venir, je suis maquilleuse, je crée ci, je crée ça. Et la personne elle dit waouh, mais elle a vraiment un... Voilà, oui, c'est ça, parce que tu as créé tes produits. C'est ça, oui. Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui ne créent pas forcément des produits. Oui, il y en a qui ne créent pas, mais après je pense que c'est plus être professionnel en fait. Oui, c'est ça. Être professionnel, peut-être, au départ... Quand tu dis être professionnel? Alors, être professionnel, ça ne veut pas dire avoir un showroom ou quelque chose comme ça, une boutique. C'est juste... être professionnel dans l'attitude et dans ce que tu fais. Et dans ce que tu fais, ça veut dire que si aujourd'hui on te donne un rendez-vous à telle heure, il faut que tu viennes à cette heure-ci, il faut que tes produits soient propres même quand tu viens maquiller, il faut que tu aies peut-être un tablier. Bon, il y en a qui, par exemple, moi je ne maquille pas avec de tablier, mais il y a des personnes qui préfèrent avoir toute une stratégie en fait. Et je pense que là, vraiment, on va valoriser ton travail et on va dire, ah oui,
elle est quand même pro dans ce qu'elle fait, c'est une vraie maquilleuse, c'est une bonne maquilleuse. Et je pense que c'est comme ça, vraiment. Rester pro et te dire que ce que tu fais, en fait, c'est ton métier. Et valoriser, en fait, voilà, ton métier. En tout cas, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et parce que j'imagine que c'est pas facile. Parce que, oui, comme on dit facile. toujours, les gens voient la réussite. Ah, elle est venue, elle a un showroom, elle a un magasin à Paris, mais ils ne voient pas derrière tous les efforts, tous les investissements personnels que tu as eu à faire, que tu n'as pas forcément été accompagnée. Oui. Donc, parce qu'on voit des produits comme ça. Moi, je verrais un produit comme ça dans un magasin, je ne me dirais pas que c'est forcément une Africaine qui fait ça. Oui, c'est vrai. Bon, pas qu'aujourd'hui, maintenant, mais à l'époque, bon, c'est très joliment fait, c'est bien emballé. Ça demande, j'imagine, de la recherche. De la recherche, chercher des fournisseurs. Totalement. Et puis t'assurer que je me suis même déplacée directement. Oui. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est fond de teint. J'aime bien vraiment, sachant que je suis une maquilleuse, je sais ce que je veux dans le fond de teint, la texture que je souhaite. Donc, j'aime me déplacer toujours en usine, voilà, au laboratoire. Et c'est bien aussi maintenant. Donc, tu emploies aussi des gens localement et tu formes aussi des maquilleuses, des jeunes dames et tout ça pour t'aider et te soutenir. Et après, le but, c'est vraiment, par exemple, moi, je sais que la marque et Adams MGK en soi a vraiment tout un univers. Ça veut dire que l'accompagnement de la cliente, donc si moi aujourd'hui j'embauche, en tout cas mes vendeuses et mes assistantes, elles sont vraiment dans le même univers, le même style, le même état d'esprit, voilà, que moi. Ouais, c'est important. Oui, c'est très important parce que si aujourd'hui moi je peux pas être là, je veux que la personne qui, voilà. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, la personne qui vient me maquiller, elle soit comme toi. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ça. Tout à fait, mais on ne peut pas avoir deux Adams. Hein. Oui, c'est sûr, mais au moins… qu'on se rapproche le plus possible. C'est ça, Tout à fait. En tout cas, félicitations Adams, félicitations. Et merci à toi. Alors, on passe à la partie du petit cadeau. Donc, tu sais, on fait toujours un cadeau pour remercier nos invités, aussi surtout pour faire la promotion des entrepreneurs. Bon, là, c'est notre partenaire, Zino. Ah, super. Voilà, donc on t'offre un petit cadeau de la part de Zino, notre partenaire. Gentil. Merci. Voilà, tu peux l'ouvrir? Oui, bien sûr. C'est un parfum, tu peux l'ouvrir si tu veux. Ok. Moi, tu vas sentir bon pendant tout ton séjour. C'est ça. Waouh, Guerlain. Yeah. Super. Je suis très contente, merci beaucoup. Alors, et là, c'est un cadeau d'une jeune dame qui est comme toi aussi, qui est à l'extérieur et qui fait ses produits, qui commercialise. C'est une African woman d'ailleurs, on a voulu offrir. C'est les produits de Belle Bijoux, Belle Secrets. Waouh. C'est les nettoyants, les nettoyants intimes et tout ça. C'est génial, voilà, ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Belle Secrets. Oui, merci. Merci Adams. Merci à toi Issata. Merci. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0.